Bonjour à tous, bienvenue dans Plus d'actu. L'invité politique de ce vendredi est bourgmestre de Schaerbeek depuis 2001, une fonction qu'il a dû déléguer à 2 reprises. D'abord lorsqu'il a été secrétaire d'État fédéral aux Finances et ensuite en 2019 lorsqu'il est devenu ministre régional bruxellois. Il est actuellement en charge des pouvoirs locaux, de la transition numérique, de l'emploi et du bien-être animal. On reçoit cet élu défi, c'est Bernard Clairfailly. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On a beaucoup de questions par rapport à cette double casquette. Bourgmestre empêché à Schaerbeek et ministre régional. Et puis au rôle que vous jouez actuellement et que vous allez jouer après les élections. On rejoint Aline Waldorf pour ça. En effet, plusieurs internautes s'interrogent. D'abord, Pierre-François et Christian, qui se demandent si, avec la confiance des Schaerbécois, vous comptez devenir bourgmestre, même si un siège de ministre était disponible pour votre parti. Pour Christian, vous avez abandonné votre commune. Hans, lui, revient sur les termes bourgmestre empêché. Il ne comprend pas ce qui vous empêche d'exercer votre fonction. Et finalement, Marianne se demande si vous vous engagez à ne mener aucune majorité avec Écolo et Groen. Alors d'abord, ministre ou bourgmestre à l'avenir? Il y a 2 élections qui s'annoncent. Il y a une grande élection fédérale, régionale, européenne au mois de juin et puis des élections communales qui viendront. Moi, je vais traiter les élections de manière séquentielle et ce sont les électeurs qui feront les choix qui me permettront de choisir également. Donc je souhaite être tête de liste défi aux élections régionales, puisque je pense que j'ai un bilan comme ministre défi à défendre et toute une équipe derrière moi, des députés qui souhaitent porter le projet de défi à la région. Et puis je me présenterai sans doute très certainement aussi comme tête de liste à Schaerbeek. Et s'il faut choisir alors à un moment entre les deux? Avec clairement l'intention d'être bourgmestre si les Schaerbécois le choisissent, bien entendu. En tout cas, je choisirai le dernier mandat que les électeurs me confient. Ça veut dire, comme les élections communales sont en second lieu, c'est bourgmestre. Ça veut dire que je respecterai le choix des électeurs. Ce n'est pas l'homme politique qui va décider tout seul quelle est, entre guillemets, sa carrière ou son engagement. Mais si je suis candidat à une fonction, c'est pour exercer cette fonction. Pourquoi bourgmestre empêché, demandait l'internaute, on ne peut pas combiner? Ah non, il y a la loi interdit très clairement, mais depuis un siècle déjà, d'exercer à la fois une fonction de bourgmestre ou d'échevin et une fonction de ministre ou de secrétaire d'État. Et donc, si on a été désigné bourgmestre ou échevin et qu'on exerce, sans doute temporairement, une fonction de ministre ou secrétaire d'État, on est empêché, ça veut dire qu'on conserve le titre, mais on n'a plus tout l'exercice de la fonction. Et à Schaerbeek, j'ai confié à Cécile Jodogne le soin de conduire la commune. En tant qu'échevine, elle fait fonction de bourgmestre et elle fait bien le travail avec toute l'équipe à Schaerbeek pour l'instant. Alors pourquoi pas renoncer complètement au mandat? La loi belge fonctionne comme cela. Et donc ça veut dire que vous ne mettez jamais votre nez dans les affaires de Schaerbeek? Ah, je suis toujours, entre guillemets, conseiller communal de la commune de Schaerbeek. À ce titre, je participe au conseil communal. À ce titre, je donne mon avis sur une série de sujets. Et la politique, ce n'est pas seulement les réunions formelles du collège ou du conseil communal. C'est le rôle d'influence que toute personne, il n'y a pas que moi, toute personne qui joue un rôle à Schaerbeek peut donner à ses amis, à ses compagnons ou au sein des instances dans lesquelles il gère. Donc évidemment que je suis très intéressé à ce que Schaerbeek continue sur la voie du renouveau. De bonnes politiques sont menées. Je pense que Schaerbeek continue à être une commune qui a bien redressé la barre depuis les mauvaises années du passé, qui est aujourd'hui une commune attractive. Beaucoup de jeunes ménages viennent habiter Schaerbeek. Les Schaerbécois sont fiers de leur commune et je suis très fier de cela. Un internaute posait la question, avec Écolo, stop ou encore? Alors c'est de nouveau les électeurs qui vont décider. Mais si c'est possible? Il est évident. Alors, je ne peux pas à l'avance décider qui sera ou ne sera pas mon partenaire. Il est évident qu'il y a avec Écolo, avec qui nous sommes en majorité, des sujets sur lesquels nous ne sommes pas spontanément d'accord, des sujets qui méritent que l'on clarifie les enjeux. Il y a un débat sur le thème good move par exemple, stop ou encore, ou bien quel type de good move mettons-nous en œuvre. Nous n'avons pas la même vision là-dessus, nous ne parvenons pas toujours aux mêmes conclusions, mais si les électeurs souhaitent qu'Écolo soit encore au pouvoir, il le manifestera dans les scores. S'ils ne souhaitent pas qu'Écolo soit au pouvoir, ça se manifestera dans les scores également. Alors vous parliez de good move, on va rejoindre Aline Waldorf parce qu'il y a des questions évidemment sur la mobilité. Et oui, encore et toujours le plan Good Move. Pour Mélanie, comment se fait-il que la bourgmestre faisant fonction, Cécile Jodogne, continue d'imposer l'application de la Maille 3 alors que vous avez proposé de la reporter à la prochaine législature? Pascal, lui, estime qu'on ne sait plus se garer à Schaerbeek où tout est payant.
Pourquoi cette différence avec les deux Woluwe? Alors, la maille 3, l'application du plan Good Move, on en est où? Je pense que la personne qui pose la question ne suit pas bien l'actualité. On a demandé pour la maille 3 qu'on écoute réellement la population. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis en place à l'époque un plan qui ne correspondait pas à ce que souhaitait la population. Donc on a stoppé les choses, on a fait un grand travail d'écoute de la population, il y a eu plusieurs groupes de travail, des gens qui ont consacré des samedis ou des dimanches entiers à réfléchir à la mobilité et au stationnement dans leur quartier, et ils sont arrivés avec deux projets. Un projet, je dirais, total good move, et un projet total anti-good move. J'ai donc dit, le sujet n'est pas mûr, il faut prendre plus de temps. D'abord, il faut arrêter d'imposer un programme idéologique aux habitants. Il faut discuter avec les habitants et voir ce qui ressort des besoins de la population. Il y a des besoins importants. Les gens veulent plus de végétalisation dans leur quartier. Ils veulent plus de facilité de stationnement. Il faut réfléchir à tout cela. Mais on ne peut pas imposer un modèle aujourd'hui. Donc j'ai dit qu'il était, à mon sens, les conditions ne sont pas bonnes pour continuer à travailler maintenant en année électorale où tout le monde va s'énerver. J'ai proposé qu'on mette un stop à l'implémentation de nouvelles propositions dans le quartier, sauf celles qui feraient consensus avec les habitants, bien entendu. Et vous êtes raccord avec la bourgmestre faisant fonction là-dessus? Et le collège n'a pris jusqu'à présent aucune décision à cet égard. Le sujet a été évoqué au conseil communal la semaine passée. Il le sera encore au prochain conseil communal. Je pense, pour ma part, qu'il faut aujourd'hui écouter les habitants et donc prendre le temps d'un stop et le temps d'un retour vers les habitants pour trouver un projet d'aménagement du quartier qui correspond aux vœux des citoyens. Ça, c'est la démocratie. Stationnement payant partout. Pourquoi c'est comme ça à Schaerbeek alors que ce n'est pas comme ça dans toute la région? C'est comme ça dans la plupart des communes centrales de Bruxelles où il y a une pression de stationnement. Mais c'est comme ça à Paris, c'est comme ça à Amsterdam, c'est comme ça à Londres, c'est comme ça à Liège, c'est comme ça à Louvain, c'est comme ça à Gand. C'est comme ça dans tous les quartiers de toutes les villes du monde où il y a une pression de stationnement qui est plus grande que les places disponibles. Comment gérer autrement la pression de stationnement si on veut éviter les voitures ventouses? Comme c'est gratuit, on se gare, des véhicules restent un mois sans bouger, occupant une place dans votre quartier alors que vous avez vous-même besoin de garer votre voiture ou de recevoir des amis qui viennent chez vous. Donc le stationnement payant est l'une des solutions qui existent de manière universelle pour tenter de gérer cette question difficile du stationnement. Je sais bien qu'elle est complexe dans les quartiers, comme citoyen mais comme mandataire, je le sais bien. Alors on va vous allez reprendre votre casquette de ministre des pouvoirs locaux. Vous travaillez sur une ordonnance sur la participation citoyenne, justement, où il y a 3 pistes qui sont données, une possibilité de pétition pour les citoyens, le droit d'interpellation et puis la question d'une médiation. Le droit de pétition et d'interpellation, ça se fait déjà dans beaucoup de communes, ça? Le droit de pétition existe dans la Constitution, seulement je voulais rappeler ce principe-là dans les textes. Les citoyens ont le droit de faire valoir leurs demandes simplement en écrivant collectivement. Le droit de pétition est un très très vieux droit démocratique, mais je veux rappeler son usage. Deuxièmement, le droit d'interpellation existe au conseil communal et il est bon qu'il existe. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on puisse le transformer légèrement pour créer un droit de médiation. Dans certains cas, venir au conseil communal, exposer en 5-10 minutes un problème, avoir une réponse en 5-10 minutes ne résout pas toutes les questions. Et donc je propose qu'on crée un droit de médiation. Ça veut dire que dans certains cas, on peut dire, plutôt que de faire un petit jeu d'interpellation, mettons-nous autour de la table, autorités communales, les échevins concernés, les services concernés et les citoyens, et tentons de trouver des solutions. Si on n'en trouve pas, on pourra revenir en interpellation au conseil communal, mais l'important, ce n'est pas le petit jeu, je dirais, politique ou politicien de s'interpeller. Ce qui est important, c'est de trouver des solutions concrètes pour les gens. Donc le droit de médiation me semble une avancée démocratique. Parce que parfois, il y a une crainte des habitants on les invite à donner leur avis et puis ils ont l'impression qu'on s'assied dessus. C'est bien à ça qu'il faut répondre. Quand les habitants portent une demande collectivement dans un quartier, dans une rue, ou parce qu'ils partagent des caractéristiques communes, souhaiter pouvoir se mettre à table avec les autorités communales, avec l'échevin concerné, avec le bourgmestre, avec les services, pour voir quelles solutions on peut trouver dans le cadre de la loi, dans le cadre des budgets, de manière raisonnée, quelles solutions on peut trouver à leurs demandes. Alors, un autre outil, on va dire, qui est apparu un peu spontanément, on a vu cette législature dans plusieurs communes, ce sont les groupes de travail. Il y en a eu un dans votre commune concernant qu'est-ce qu'on fait du buste de Roger Nols, qui est un bourgmestre controversé. Alors, cette semaine, il y a eu une cérémonie de retournement de ce buste, qu'on voit ici, avec l'échevine et la bourgmestre. Donc Roger Nols, qui a été bourgmestre de 1971 à 89. Ce buste est dans le hall de l'hôtel de ville. Alors ce retournement va être associé avec un QR code et d'autres initiatives. C'est un bourgmestre pas comme les autres, c'était important de marquer le coup?
C'est un bourgmestre d'abord que beaucoup de gens ont oublié. Et ça, c'est la première bonne chose. C'est qu'on a oublié qu'il a eu des propos profondément racistes et une pratique politique profondément raciste, ignorant une partie importante de la population des quartiers populaires et essayant de charger les immigrés de tous les problèmes de la commune. Moi, mon combat politique et celui du renouveau de Schaerbeek, ça a été d'effacer ce modèle politique et de construire un Schaerbeek qui fait participer tous les habitants, les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tout le monde, et dans lequel la commune s'investit pour que tous les quartiers bénéficient des mêmes services publics de la même manière. Mais ce buste est comme le buste de tous les bourgmestres dans le hall des bourgmestres, où il y a un buste de tout le monde, et certains s'inquiétaient qu'on puisse, entre guillemets, mettre en valeur ce bourgmestre qui a fini sa carrière avec des discours profondément racistes et profondément inacceptables aujourd'hui. Donc un groupe d'habitants, des universitaires ont réfléchi à la manière de résoudre cette question. Faut-il retirer son buste? Ce serait ignorer l'histoire. Faut-il laisser son buste? Ce serait lui faire trop dommage. Et donc la solution, c'est on retourne son buste, ce qui interpelle, et il y aura une explication sur cette période politique. Mais il a été bourgmestre pendant près de 20 ans, c'est aussi parce qu'il a été soutenu par des habitants. Donc ça pose question sur cette période politique où ce bourgmestre, mais d'autres hommes politiques, tenaient des discours profondément racistes, divisant la société. Et ça nous fait réfléchir sur le fait qu'on a besoin d'une société plus inclusive, dans laquelle tout le monde participe, je pense, sur pied d'égalité, même droit, même devoir pour tout le monde. C'est le bon chemin qu'il faut prendre. Alors, autre thème, autre type de groupe de travail. Le thème, c'est celui du port des signes convictionnels dans l'administration. C'est qu'il y a un groupe de travail qui a été mis en place à Anderlecht. Il y a eu un conseil communal la semaine dernière où on a voté une motion qui vise à inciter l'autorisation de ces ports moyennant quelques restrictions. À Schaerbeek, il y avait un groupe de travail aussi. Est-ce que ça s'est arrêté ou est-ce qu'on en est ? Le groupe de travail qui avait été mis en place à Schaerbeek, qui a eu 7-8 séances, je pense, avec des experts, des représentants syndicaux, enfin toute une série de gens ont été auditionnés, n'a pas abouti à des conclusions tranchées. Je crois que c'est le cas à Anderlecht aussi. Et donc je m'étonne que quand il n'y a pas de conclusion tranchée, il y ait ce débat politique. Mais à l'époque, à Schaerbeek, c'était il y a 1 an et demi déjà, nous avons interpellé la région et le Conseil régional bruxellois, le Parlement bruxellois, avait à son tour annoncé un débat sur cette question, autour de la question du port du voile à la Stibbe. Et le Parlement régional a à son tour fait des auditions, mais n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur une option. Et donc voilà où reste le débat pour l'instant. Donc il n'est pas question d'avoir une évolution du texte. Il n'y a pas de conclusion claire à ces groupes de travail. Donc il faut que ce soit au niveau de la région pour qu'on avance ? Alors, le contexte juridique et constitutionnel en Belgique ne fixe rien. Il n'y a pas de règles, ni fédérales, ni autres. Et donc, c'est à chaque commune, à chaque ministère, à chaque école de faire son propre règlement sur la question. Peut-être serait-il souhaitable qu'il y ait une règle nationale, c'est le cas dans d'autres pays, qu'il y ait une règle nationale sur la question, et c'est le thème que mon président de parti a mis sur la table récemment. On avait une question de Carlos qui nous demandait, est-ce que ce n'est pas une forme de discrimination et de racisme de ne pas autoriser le port de ce voile ? C'est tout le cœur du débat. Est-ce que les opinions personnelles, qu'elles soient religieuses ou politiques, doivent prendre le pas sur la notion de service aux citoyens? Et est-ce que c'est la non-discrimination à l'égard du citoyen qui doit prévaloir ou la non-discrimination à l'égard du fonctionnaire? Nous pensons que le fonctionnaire est au service du citoyen. C'est le citoyen qui doit être accueilli dans un lieu le plus neutre possible. Le citoyen a le droit, évidemment, de porter toutes les convictions qui sont les siennes, mais peut-être pas le fonctionnaire. C'est là qu'est le débat et c'est pour ça que la question est politiquement sensible pour l'instant. Alors, on va en venir à la situation du CPS de Schaerbeek. Il y a une mobilisation du Front commun syndical qui nous a envoyé un courrier cette semaine en disant qu'il était informé de graves erreurs dans la comptabilité qui remontent jusqu'à 2017. Alors, il y a des questions par rapport à ça. On va rejoindre Aline sur la question du CPS. Oui, Mélanie est consternée par la situation du CPS à Schaerbeek. Les caisses du CPS ont été mises dans une situation catastrophique, explique-t-elle. Et elle se demande donc si vous trouvez normal qu'aucun élu concerné ne soit écarté. Elle demande, n'y a-t-il donc aucun cas où les élus peuvent être placés devant leurs responsabilités en cours de mandat ? Donc, quelle est la situation et quelle est la responsabilité politique derrière ? Alors, qui juge de manière générale de la qualité des élus ? Est-ce qu'ils ont bien ou pas bien fait leur travail? Ce sont les électeurs.
en démocratie sont les électeurs. Donc et les élections sont tous les 6 ans et les citoyens peuvent alors exprimer leur opinion. Est-ce que le travail a été bien fait ou mal fait? Il n'y a pas d'autre mécanisme. C'est une erreur, c'est un jugement politique. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'autres organes, sauf si quelqu'un commet un acte répréhensible au plan pénal, pique dans la caisse, et alors il est condamné par un tribunal. Mais ici, c'est une erreur comptable qui s'est produite lorsque le gouvernement Michel, à l'époque, a réduit le taux de remboursement de certaines aides que les CPS accordent à des personnes migrantes. Une erreur a été commise par des agents du CPS qui ne se sont pas signalés entre 2 départements, que le département qui gérait le dossier était au courant, le département qui faisait le budget n'a pas été mis au courant. Une erreur s'est maintenue dans le budget pendant trop longtemps, c'est très clair. On a cru que le taux de remboursement restait à 100%, il était baissé à 60%. Et donc le CPS, par l'erreur de plusieurs fonctionnaires qui n'ont pas suffisamment exercé les choses, exercé le contrôle, le CPS a maintenu l'hypothèse de recevoir plus de subsides qu'elle ne le pouvait pour des politiques qu'elle menait. Et donc, cette erreur cumulée sur plusieurs années fait un montant de l'ordre de 20 millions. C'est un montant important. Alors, sur le budget du CPS, une erreur de 2 millions par an sur 150 millions, c'est toujours beaucoup pour monsieur et madame tout le monde. Mais la gestion des budgets communaux des budgets CPS amène régulièrement à ce qu'il y ait tout d'un coup 1 million de plus ou 3 millions de plus de factures électriques. Une indexation du personnel, ça vous coûte 10 millions. Donc, ce sont des montants qu'on doit pouvoir gérer. Bien entendu, 20 millions en une fois, c'est une charge lourde à récupérer pour le CPS. Donc le CPS va devoir faire un peu plus attention dans le cadre de son budget. La commune va devoir évidemment l'aider puisqu'il n'est pas question que le CPS interrompe ses activités au bénéfice des publics qui l'aident. Il n'est pas question de mettre à mal les politiques communales non plus. Et donc, on va devoir, entre guillemets, lisser sur quelques années cette erreur qui s'est produite pendant quelques années en étant plus attentif sur certaines dépenses et certaines politiques du CPS. L'internaute demandait aussi quel est votre rôle comme ministre de tutelle sur les administrations communales par rapport à ça. Est-ce que votre proximité avec le collège Scarbecois ici vous met pas un peu dans l'embarras? Non, puisque la tutelle sur les CPS relève d'un autre ministre que moi, ça relève du ministre Marron, mon collègue Alain Marron, qui exerce la tutelle sur les CPS. Pour ma part, j'exerce la tutelle sur les communes, mais que les gens soient clairement rassurés, nous vivons dans un état de droit. Ça veut dire que ce que fait le ministre, ce n'est pas son bon vouloir. Ce n'est pas uniquement ce que j'ai envie pour faire plaisir à mes copains ou pas à mes copains. J'exerce cette compétence parce qu'une administration traite tous les dossiers et m'envoie des avis fondés pour me dire telle commune a réellement des difficultés et il faut réellement l'aider. Telle autre commune n'a pas réellement de difficultés, il ne faut pas réellement l'aider. Ce n'est que sur base de ça que j'exerce mes compétences de ministre. Et puis, je suis contrôlé par le Parlement bruxellois qui n'hésiterait pas à me flinguer, entre guillemets, si je commettais un acte de gestion qui ne serait pas correct. Donc, nous sommes en démocratie, heureusement. Eh bien, Parlement bruxellois, on y va avec votre compétence de ministre en charge de la transition numérique. Il y a un projet d'ordonnance qui était sur la table d'une commission cette semaine. Dans la rue, il y a une grande mobilisation. Ce n'est pas la première manifestation qui a lieu par rapport à cette digitalisation progressive de l'administration. On va en voir quelques images de cette manifestation, je pense. Il y a une carte blanche dans le soir aussi avec 80 académiques qui interpellaient, qui posaient des questions par rapport à ça. Finalement, il n'y a pas eu de vote mercredi. On va refaire des auditions. Ça veut dire quoi? Le texte n'était pas prêt, il faut encore l'amender? Moi, je prépare un texte pendant 2 ans de travail en concertation avec toute une série de gens, en consultant des tonnes d'instances d'avis. Ce texte a été approuvé par le gouvernement. Il est co-signé par le ministre Vervoort, par Barbara Tracht, par le ministre Gatz, puisque ça concerne toutes nos compétences ensemble. Je dépose ce texte au Parlement. Le Parlement peut le traiter en 1 séance de commission, 2 séances de commission, 3 séances de commission. Moi, je serai là, évidemment, pour défendre ce texte. Parce que ce texte fait du bien. Et je vois les gens qui disent « Nous, on veut des guichets, pas des emails ». C'est ce que le texte propose. Le texte Bruxelles numérique que je mets sur la table vise à offrir en communication numérique tout ce que les services publics bruxellois et locaux offrent déjà aux guichets, par téléphone ou par mail. Donc je ne veux supprimer aucun guichet, malgré ce que certains disent. Je ne veux supprimer aucun guichet, ni aucun mode de communication actuel. Est-ce qu'il y a pas un risque que les communes, à un moment, ou les administrations régionales, se disent « ça coûte tellement cher qu'on va réduire les heures des guichets, qu'on va réduire toutes ces possibilités-là » parce qu'on sait bien que la situation économique est compliquée. Qui contrôle cela? Les conseils communaux.
Nous vivons en démocratie, comme je le dis. Si un collège dans une commune décidait de réduire les heures d'ouverture des guichets et que ça créait des files et que les citoyens n'avaient plus accès, il y a les conseils communaux, il y a l'opposition, il y a les conseils communaux de la majorité, il y a la presse qui va s'en saisir. Et le collège, face à une telle contestation, ne va pouvoir que reculer. Donc si déjà maintenant, aujourd'hui, il y a des heures d'ouverture, des modes de communication dans un CPS, dans une commune, pour une société de logement social, pour avoir les primes régionales à la rénovation, que sais-je. S'il y a déjà des insatisfactions, elles peuvent déjà être exprimées aujourd'hui et déjà trouver une réponse. Moi, tout ce que je propose, c'est qu'on ne renonce pas à utiliser le canal numérique lorsqu'il offre des services de qualité, parce que, soyons clairs, je rentre chez moi le soir après une longue journée, je ne sais pas prendre une matinée pour aller au guichet à la commune réclamer ma nouvelle carte de riverain pour me garer dans mon quartier, ou pour faire une demande de réservation pour la garderie de mes enfants à l'école. Si je peux le faire en numérique le soir et que je suis content de cette formule, pourquoi pas? Mais il ne faut pas l'imposer aux autres, il ne faut pas l'imposer à tout le monde. Le numérique ne remplace pas les formes de communication que choisissent les citoyens. Mais ça, c'est le discours que vous tenez aujourd'hui. Vous comprenez les gens qui ont des inquiétudes et qui demandent des garanties en disant « Ok, maintenant on va voir les deux, mais dans quelques années, il se pourrait, comme pour plein de choses. » Il faut regarder avec les opérateurs privés, par exemple de télédistribution, comment ça se passe maintenant. On doit tout faire soi-même, à distance. Et donc cette crainte que le service public rentre dans cette logique-là. Alors, le service public n'est pas un service privé. On n'est pas là pour faire du profit, on est là pour faire du service au public. Et donc avoir des modes d'interaction qui sont au service des demandes des citoyens. Et il y a des citoyens qui demandent de l'interaction numérique, il y a des citoyens qui demandent de l'interaction humaine au guichet. Il faut conserver les deux, elles ne s'opposent pas. Deux, il est vrai qu'il y a maintenant certaines interactions au guichet ou par téléphone. Vous téléphonez et vous restez une demi-heure avant une réponse ou une heure. Vous allez au guichet, il faut faire la file pendant une heure et demie et vous n'avez pas de réponse. Pourquoi? Parce que les communes, les CPS, les services régionaux n'ont pas assez de moyens pour satisfaire mieux cette demande. C'est un problème de budget. S'ils avaient plus de budget, ils pourraient peut-être le faire. En mettant du numérique, on leur permet de faire des économies pour la partie des citoyens qui utilisent bien ces services et elles ont donc plus de moyens pour mieux répondre au guichet ou au téléphone aux citoyens qui le demandent. Donc moi, je n'oppose pas le numérique au guichet, je veux les deux en même temps. Et vous avez dit, c'est maintenant que je dis, c'est depuis le début, je dis cela. Je n'ai jamais souhaité réduire l'accès au guichet, réduire l'accès au téléphone ou autre chose. Par contre, vous avez raison, il y a plein d'autres parties de la société où l'on fait ça. Et j'aimerais bien que pour les banques, que pour les mutuelles, que pour les entreprises privées et que d'autres ministres prennent leur responsabilité, comme je le fais, d'encadrer la manière dont le numérique se déploie dans la société en conservant des alternatives pour les citoyens qui le veulent et en encadrant le numérique pour le rendre plus inclusif, pour permettre à chacun d'exploiter le numérique. Il faudrait que tout le monde prenne les responsabilités de la même manière que nous le faisons en région bruxelloise. Eh bien, ce sera le mot de la fin. On n'a pas eu le temps de parler de vos compétences emploi, bien-être animal. Ce sera pour une autre fois. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci pour vos questions. Prochain rendez-vous, eh bien, c'est vendredi prochain.